étapes clés et trois parties aujourd'hui sur lesquelles je vais revenir. C'est un peu aussi l'enjeu des accompagnements et comment on travaille en termes de méthodo avec le client aujourd'hui sur la partie campagne. À une époque, on était très orienté sur le point 2 et 3, ça veut dire on segmentait les campagnes, on maximisait, puis on faisait une lecture de la performance. Aujourd'hui, basons tout sur de la connaissance client, posons-nous un instant sur les priorités business, les priorités des cibles, les parcours clients pour ensuite personnaliser des campagnes, en maximiser les campagnes avec, on va le voir, une partie technique, et ensuite on va faire une bonne lecture de la performance, notamment en mariant plusieurs sources. Donc premier point, hein, commencer et rester customer data centric en fait tout au long des projets. On a l'impression que je vais parler de refonte ou de parcours client, mais pas du tout. Ça va être la même méthodo. C'est aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler, même si vous internalisez la compétence, vous travaillez avec des agences, basez tout sur une définition claire des cibles, de vos buyers persona. Vous avez tous un peu de matière, que ce soit quanti, quali, sur des bases de données, sur des études, pour en faire en fait des priorités business. Ces buyers persona, pour moi, ils sont hyper importants. C'est à travailler même dans le cadre d'accompagnement en mode matrice. Ça veut dire effectivement, on a différents personas parce qu'on n'a pas qu'un seul acheteur ou lead prospect type, avec des centres d'intérêt très différents, avec des parcours aussi qui peuvent être très différents dans les enquêtes de conversion notamment, et puis dans les leviers qu'on va activer à travers des messages, à travers des tunnels et des parcours un peu différents sur la conversion. La partie quanti qui est hyper intéressante à travailler, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément équipé d'un CRM ou de base tout le temps propre. En tout cas, on a à cœur et on travaille de plus en plus, nous, avec les clients, sur une segmentation des données business, des segmentations RFM, des segmentations de bases de données, au moins juste pour prioriser les plans d'action et même les investissements médias qu'on va en faire. Je vais prendre juste un indicateur qui est le lifetime value de certains clients. On sait que dans nos prospects, dans nos clients, on a des fois des rapports de 80-20, hein, 20% finalement de nos clients qui vont nous rapporter 80% de la valeur. Bah, c'est là où en fait en faisant une mini segmentation, une priorisation business, on est capable de se dire ok, finalement c'est pas toute la population ou toutes mes cibles potentielles sur mes leviers que je dois toucher, c'est effectivement ce 20% qui va rapporter de la valeur en termes de ROI et business. Et aussi, j'en profite pour compléter ce que dit Pierre sur vraiment la connaissance client, qui est le cœur de la stratégie et de la méthodologie. On a une méthodo spécifique chez Intuiti qui s'appelle la fresque de la connaissance client. C'est sur le même principe que la fresque du climat que vous connaissez sûrement. Et en fait, c'est une approche systémique qui vous permet d'avoir une vue globale de où sont, sous forme d'un atelier d'une demi-journée. C'est comment faire l'état des lieux de la collecte de vos données, où sont les différents points de contact et comment vous aligner avec les différents services de votre entreprise, donc que ce soit marketing, logistique, DAF, RH, et donc pour vraiment bien identifier, faire cet état des lieux et donc avoir une vue plus claire ensuite sur les problématiques que vous rencontrez dans la collecte de données et dans la façon dont vous vous adressez à vos clients et comment justement améliorer ça et trouver les actions clés à la suite de cet atelier qui vous permettront d'aligner les différents services, de mieux collecter la donnée pour ensuite, toujours le même cas d'usage, mieux les exploiter pour en tirer une meilleure personnalisation de l'expérience et une meilleure performance. Ce qui est intéressant dans ce point-là, c'est la méthode workshop, immersion, alignement sur des enjeux business, sur des cibles, et de partager cette connaissance aussi bien au sein de vos différents BU, marketing, sales, communication, direction, mais aussi avec votre agence ou avec les gens qui vont bosser sur vos cibles avec vous. Je pense que cette phase, elle est hyper importante. Ça peut être effectivement des fresques de la connaissance client, ça peut être des expériences maps de monter très concrètement pour des projets de parcours client plus globaux, ou des workshops au-delà d'un brief. Il faut passer par des phases d'immersion et d'alignement pour partager cette connaissance client. Hop, hop là. Le point sur lequel je vais revenir assez concrètement maintenant, c'est on sait qu'il va falloir penser multicanal. C'est-à-dire on a pensé un peu multi-cible, multi-persona, surtout pour derrière penser multicanal. On sait qu'on va avoir aujourd'hui le digital est un peu complexe parce que hier on avait un site et une page de réseaux sociaux et puis un référencement sur Google. Aujourd'hui on a quand même plusieurs plateformes en termes de réceptacle d'interaction avec nos clients. Et on a aussi des campagnes aujourd'hui qui se complexifient, qui essayent de couvrir tout un tunnel d'awareness jusqu'à la conversion. Preuve en est aujourd'hui, en fait, les campagnes ou les technologies de campagne des GAFA, hein, si je vous parle de Performance Max, si je vous parle d'Avantage Plus, c'est exactement la réponse des GAFA au multicanal. De se dire qu'aujourd'hui, pour capter un client, on ne le capte pas sur un point concret de conversion ou de fin de funnel, il faut le capter sur
un ensemble d'interactions qui peut être plus ou moins complexe, d'où de marier en fait différents espaces publicitaires avec l'État, avec tous ces outils ou tout l'univers Google par exemple. Le point qui va être du coup intéressant du coup, en termes de data, et là du coup on parle moins de data marketing que de web analytics, ça va être de la collecte en fait de tous ces niveaux d'interaction sur ces parcours plus complexes, sur des tunnels un peu plus complexes et plus longs. Aujourd'hui, je sais que c'est une problématique qu'on a souvent, mais avoir un plan de marquage assez avancé sur lequel on va enrichir pas un plan de marquage juste basé sur des éléments de conversion concrets, business lead, mais d'avoir tout le scoring des interactions sur du temps passé, sur de l'opt-in, sur des passages d'un site vers les réseaux sociaux, sur des amorces de tunnels. Tout ça, ça va être hyper important parce qu'on parle beaucoup finalement pour ces algorithmes-là ou pour nos campagnes globales d'avoir pas que des conversions, mais aussi ces micro-conversions qui va nous aider notamment à alimenter la connaissance de la performance de nos campagnes, mais aussi la connaissance des algorithmes qui vont bosser après en automatisation pour aller détecter les bons clients. Donc ça, c'était sur le point 1, vraiment être basé customer data-centric, orienté client, et ensuite on structure des campagnes et des tunnels. Donc là, différentes approches, je ne vais pas rentrer dans toutes les approches qu'on peut avoir en termes de structuration de campagne sur des concepts pubs, mais aujourd'hui, on peut aussi bien structurer ces campagnes en mode tunnel par gamme de produits, quand on est une marque, je sais pas, une marque de cosmétiques, parce que souvent une gamme de produits égale un persona très spécifique avec un besoin. Ça peut être aussi par persona marketing, parce que des fois on va créer des groupes de campagnes ou des plans médias orientés besoins, intérêts, je pense notamment au B2B par exemple, où c'est très vrai. Et puis ensuite, ça peut être des structurations par objectif marketing, hein, first touch marketing, hein, avec du contenu pour on est sur la conversion sur du reciblage publicitaire, ou par groupe de signaux, ce qui est très vrai aujourd'hui. À une époque où on avait centre d'intérêt égale réseaux sociaux, mots-clés égale search marketing, aujourd'hui tout se rejoint en fait un peu tout ça, et d'ailleurs tous ces algorithmes deviennent des black box avec même un Google qui travaille de plus en plus sur des signaux d'audience basés sur de l'intention plutôt que même que de la recherche. D'où bien travailler ces cibles en amont et sa matrice un peu personnelle. Ensuite, ce qui va arriver derrière ces structurations de campagne, c'est les assets. J'en fais un point intéressant. Pourquoi? Parce que même si on parle de first party data, aujourd'hui, un asset, c'est de la data. En fait, aujourd'hui, c'est des ads qui sont personnalisés en fonction de format, en fonction de levier, en fonction des intérêts des consommateurs qu'on veut toucher, plus ou moins avec tel ou tel incentive, mais aussi en fonction de critères sociaux des mots ou de passage à l'action. Donc il va avoir un gros enjeu de multiplier les assets, et multiplier les assets, c'est pas parce qu'une plateforme demande plusieurs assets, c'est aussi parce qu'on va devoir multiplier les assets, parce qu'on a plusieurs cibles et plusieurs objectifs marketing sur cette cible, qui soit aussi bien de lui faire valoir en position premium que de l'alimenter en conseil. Je fais beaucoup rentrer aussi en compte dans les plans médias ces stratégies aussi de sponsorisation sur du first touch marketing, sur du social media, que de faire passer à l'acte sur de la communication sur des nouvelles collections ou basée sur des moments de vie pour effectivement passer à la conversion. Donc tout le tunnel que je raconte là, hein, c'est une segmentation aussi qui a à voir par cible. On n'a pas une seule cible, on a plusieurs cibles avec des parcours et des tunnels plus ou moins complexes. Preuve en est, et ça peut arriver aussi, c'est-à-dire que ça peut être très complexe, comme ça peut être aussi très simple, de se dire en fait on a une cible prioritaire business sur laquelle l'awareness est déjà faite, sur laquelle la considération est déjà faite. Aujourd'hui on a plutôt une problématique de passage à l'acte, et là auquel cas on peut avoir des plans d'action et des leviers et des mécaniques pub plus simples sur la conversion. Hop. Le point aussi qui va être intéressant, et c'est aussi une source de collecte de données qui est des fois compliquée, des fois plus ou moins des fois alliée avec nos consoles pub ou avec nos analytics, c'est qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on peut arrêter d'être site-centrique, en fait des websites-centriques, parce qu'au fait aujourd'hui la conversion ne se fait pas juste sur un formulaire ou sur un passage de achat sur un site internet, ça peut être un achat, ça peut être un lead déporté sur par exemple des réseaux sociaux, sur des ads même, ça c'est de plus en plus, des technologies qui permettent quasiment d'acheter directement sur un Smart TV, sur une ads, pour ensuite générer la campagne, la commande qui n'est plus du tout sur le site mais qui est quasiment faite sur l'ads. C'est aussi l'exemple des chats et des agents conversationnels sur lesquels en fait on engage le consommateur, on le transforme d'une certaine manière, parce qu'on répond aussi à ces questions, même si le lead ou l'achat ne se fait pas ici.
Donc ça, c'est pour moi, il y a des enjeux de data, de récupération de data notamment. Ça peut être le cas sur tous les formulaires déportés qui peuvent des fois poser problématique et qui, des fois, à quelques technologies comme un Zapier, par exemple, qui est une solution qui marche très bien en termes d'API, qui permet très vite d'avoir du lead déporté et de se dire on arrête d'essayer de forcer les gens à sortir des réseaux sociaux pour les transformer sur mon site. J'embarque directement mon formulaire sur les réseaux sociaux et ensuite j'importe le lead vers mon back-office parce que derrière j'ai des sales ou autres qui doivent travailler le MQL vers du SQL. Donc, le plus gros point aujourd'hui sur la partie campagne, c'est d'alimenter les algorithmes. J'en ai un peu parlé. Il y a du coup un peu un stack technique à monter et des process à avoir un peu en termes de CRO, notamment on va le voir, mais il y a pour moi 3 blocs très importants en termes aujourd'hui de lancer des campagnes aujourd'hui en termes de web marketing. C'est ce qui fonctionne déjà très bien, c'est des algorithmes qui vont se nourrir de vos données clients, donc des imports de fichiers d'opt-in ou de fichiers clients ou prospects. Ça marche très bien pour faire du remarketing, du reciblage publicitaire, sinon des jumeaux marketing. Il y a aussi une grosse partie, on va revenir après, qui est le consentement et le RGPD, parce que ça a un énorme impact sur la lecture de la perf, mais aussi pour alimenter les pixels publicitaires. Et puis, il y a des choses de plus en plus techniques, c'est des technologies qui se mettent en place aujourd'hui pour justement essayer d'augmenter la qualité des données qui sont renvoyées vers les algorithmes pubs, c'est le tracking server-side. Premier point, fichier et base opt-in, vous en avez sûrement déjà parlé, je leur dis parce que j'ai déjà bien expliqué avant, mais effectivement, un Google, un LinkedIn, un Meta, un TikTok aussi, beaucoup travaillent là-dessus. Aujourd'hui, le principal presque critère ou ce qui va alimenter le plus l'algorithme, en tout cas qui va lui faire passer un palier en termes de performance, c'est d'alimenter avec vos fichiers, base, opt-in, client, prospect. Ça marche très bien, notamment pour faire comprendre à l'algorithme qui il doit toucher. Il peut y avoir des problématiques un peu complexes quand on est en B2B, parce qu'effectivement la qualité des matchings des adresses vers un LinkedIn des fois est peu important, mais en tout cas ça fonctionne très bien en B2C en termes de perf. Ça aide considérablement les algorithmes. L'autre point qui est un peu bloquant aujourd'hui, on est dans un monde, on l'a vu, vous l'avez vu, vous, il y a quelques années, quand le RGPD est passé, aujourd'hui on demande le consentement aux utilisateurs, même d'allumer un Web Analytics comme Google Analytics. C'est aussi beaucoup de pixels pub qui ne s'allument plus pour les consoles publicitaires. Donc aujourd'hui, on avait eu déjà un premier impact du RGPD qui était de perdre, bon, sur mon graphique, je mets 25% de perte de données, c'est même plus, c'est assez énorme. 30, ça peut être plutôt entre 30 et 50 en fait, des fois du trafic qu'on perd parce qu'on demande le consentement. Donc là, c'est bête, mais il y a déjà des éléments de CRO, d'optimisation du consentement à travers d'avoir la bonne plateforme déjà, parce que toutes les solutions ne se valent pas en fonction des objectifs marketing qu'on a. Et ensuite, c'est aussi le jeu de tester des wording marketing, des boutons, pour essayer au maximum de faire accepter à l'utilisateur ces cookies publicitaires Web Analytics. L'autre point sur lequel je vais intervenir aujourd'hui, c'est la partie tracking server-side. Je pense que certains en ont déjà entendu parler, voire l'ont déjà adopté, notamment en e-commerce, qui est assez prioritaire aujourd'hui en 2024. Le graphe qui résume un peu la situation, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à se dire, en fait, je perds des données parce que le RGPD est passé par là. En fait, c'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas que ça qui passe par là. Aujourd'hui, il y a certains adblocks natifs sur des navigateurs ou qui sont mis en place par des utilisateurs qui bloquent les pixels publicitaires ou certains analytics aussi. Il y a Safari qui forcément, avec Apple, se livre une guerre. Il y a des écosystèmes, il y a Google, Amazon, Apple. Ça, c'est des monstres ensemble qui essayent de plus en plus de ne pas se partager de la donnée, donc qui bloquent des pixels et des tags. Et puis, il y a même aujourd'hui Google qui rentre dans ce monde de fin du cookie, alors pas ses cookies à lui, mais en tout cas d'autres cookies, pour essayer de respecter certaines règles de données personnelles, mais aussi pour se dire que ces données-là que je capitalise, je les garde pour moi, et d'ailleurs je vais en tirer parti pour mes annonceurs sans la partager. Donc un monde sans cookies, souvent on dit cookieless, je pense pas. Par contre un monde avec moins de cookies et surtout de la perte de qualité aujourd'hui. Donc en termes de réponse aujourd'hui sur ce point-là, qui est assez intéressant, c'est la partie tracking server-side. C'est peut-être pas ce qui va perdurer pendant 4-5 ans, mais en tout cas aujourd'hui ça y répond bien. C'est de pouvoir se dire que au lieu d'héberger mon tag sur mon code source et de me faire griller face aux adblocks, au Safari, que ce tag publicitaire est lié à une autre console pub et du coup est bloqué nativement, c'est de faire passer ce tag et ce pixel comme lié à mon autre domaine, hébergé sur mon serveur. Ce qui permet très vite de se faire passer pour un cookie presque fonctionnel, presque propriétaire, et du coup de bypasser les adblockers natifs
pour ensuite récupérer la donnée, et côté serveur, aller directement communiquer avec un Google, avec un Facebook. Ça permet de gagner en perf. J'ai mis des chiffres, ils sont non contractuels si on travaille ensemble. En tout cas, c'est des retours d'expérience qu'on peut avoir sur certains annonceurs. C'est de travailler cette base de données, first party data qu'on alimente vers les consoles pub, plus ce côté server-side qui permet terriblement aux algorithmes d'avoir une meilleure visibilité sur les stats et sur les datas. Ça permet effectivement de baisser des CPC, on convient bien, parce qu'on paraît plus pertinent, on a plus de visibilité pour l'algorithme. C'est aussi, c'est aussi multiplier pour beaucoup le ROI directement des campagnes, et notamment sur des consoles comme les réseaux sociaux, comme Meta, qui aujourd'hui manquent terriblement de visibilité sur le trafic qu'on peut faire d'un Meta vers un site internet. Troisième point, et dernière partie, c'est ensuite la lecture de la performance et optimiser du coup des indicateurs de performance. Aujourd'hui, en termes de monitoring pur des actions et des plans médias, on va avoir différentes interactions, différents éléments de conversion, que ce soit aussi bien des taux de complétion de vidéos que des taux d'interaction, des CPC, des coûts par lead, et puis in fine effectivement du ROI ou du ROS business. Donc ça, c'est presque des indicateurs micro, mais c'est pas ce qui va juger de la performance globale du business. Pour aujourd'hui lire, je pense, la partie performance business, on était dans un monde à une époque où on avait un analytics qui nous donnait à peu près 80-90% de données BO, donc en fait on pouvait s'arrêter là et se dire qu'on drive tout à travers un Google Analytics. Aujourd'hui, un Google Analytics, c'est pas du tout la réalité. Quand même aujourd'hui, je pense que pour certains vous le voyez. Donc aujourd'hui, en termes de dashboarding et d'arbitrage, on est obligé de passer par quand même de l'unification de données du back-office, de vos données directement CRM ou back-office avec du Web Analytics. Donc ça passe soit par des technos assez simples d'unification de données, par exemple de tout mettre dans un BigQuery, d'aller taper dans la base et d'en faire un dashboard intelligent avec des données réelles, voire consolidé avec des données business et puis avoir juste une lecture web mais aussi business. Ça peut être des choses aussi plus complexes, j'en parle pas là, mais on peut penser à des technologies comme le Data Lake, en tout cas des technologies où on va héberger toutes les données côté serveur sur lesquelles on va faire de la tabulation et ensuite on va les requêter. Ça permet souvent de lier aussi bien des données sales, communication, marketing, SAV aussi, pour aller presque unifier tout un parcours. L'importance du CRO, ça c'est un point qu'on oublie un peu, c'est-à-dire que c'est le CRO un peu en continu. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, le CRO en continu, c'est pas juste optimiser le taux de conversion sur une landing page, je définis un peu, mais on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui, au vu de la multiplicité des leviers, des formats, des cibles, des pages d'atterrissage presque et des objectifs marketing, il y a déjà beaucoup de boulot sur de la B-test, sur des assets, aussi bien que sur les contenus ou les pages de destination. Et puis, il y a aussi cette collecte de la donnée, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est bête, mais déployer une CMP, c'est bien, la monitoring, c'est presque nécessaire, ou en tout cas c'est mieux, pour aller maximiser le consentement, en tout cas, et effectivement alimenter vos analytics et vos campagnes pub. Donc, en résumé là-dessus, sur ces parties lecture la perf, et même ce que j'ai dit un peu avant, l'enjeu aujourd'hui, on peut se dire, activer des campagnes, c'est surtout une question de targeting, d'assets et d'opportunités sur les plateformes. Aujourd'hui, c'est quand même maintien d'un certain stack technique, c'est-à-dire qu'on a la chance, après à côté, c'est qu'on peut avoir des algorithmes publicitaires qui travaillent très bien en termes d'automatisation sur du multicanal, par exemple. Par contre, il faut pouvoir les alimenter. Il faut pouvoir les alimenter par le haut sur de la donnée, et de la donnée aussi bien pour eux, mais aussi pour déterminer quels sont les meilleurs leviers, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des budgets non plus illimités, donc il faut savoir prioriser ses budgets. Et puis après, derrière, c'est d'avoir la bonne data-vise pour avoir les bons indicateurs. Des fois, comme je dis, il ne faut pas en avoir beaucoup, mais les 3-4 indicateurs clés, d'où le nom KPI quand même, pour justement bien driver ces pertes. Donc en résumé, sur cette intervention, effectivement au quotidien, et j'insiste sur le quotidien parce que c'est pas juste une question de setup, de lancer et d'attendre la fin des résultats, c'est pas mal, le mieux c'est quand même d'orienter tous ces plans d'action sous le prisme vraiment de la contribution business pour différents objectifs marketing, encore une fois, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir différents bailleurs personnels sur lesquels on a des objectifs très différents, et ce qui est intéressant c'est de regarder tous ces micro-contributions au business ou à ces rentrées dans le parcours. Et pour résumer,
c'est un peu, en tout cas, c'est une méthode qu'on applique et qui permet d'élargir à juste la gestion, effectivement, en termes de campagne. Et d'ailleurs, le pôle s'appelle un peu comme ça, hein, Paid et Data, c'est qu'effectivement, il y a une question de paid, d'activer du paid, du setup, du monitoring, des campagnes, du web analytics aussi. Il y a aussi une culture aussi data, aussi bien sur la partie cadrage, c'est-à-dire s'aligner sur vos données clients pour en tirer les bons plans d'action et de mettre en place des stacks techniques, des fois qui sont assez poussés effectivement pour que ça réponde bien en termes de performance publicitaire. Et puis ensuite, il y a quand même la partie pilotage, ces moments où effectivement on va avoir des dashboards un peu plus simples, mais plus orientés business pour effectivement faire des arbitrages sur des gros plans médias ou sur des sites. Je pense que c'est tout pour moi.